on a dans la presse, j'avais vécu des choses plus ou moins difficiles aussi. Je me suis dit, quelle peut être la réponse? Et en fait, la réponse, c'est l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'auto-entrepreneuriat, ça nous permet de gérer son temps. On est notre propre patron. Et en même temps, toutes ces choses sont aussi en même temps le revers de la médaille. Bah forcément, on n'a pas envie de bosser au spa. Mais ça nous laisse de la place. Ça nous laisse de la place à la reconstruction, aussi à trouver le temps nécessaire pour s'investir dans des projets professionnels. Et donc en février 2018, je lance mon auto-entreprise en photographie et j'aime pas dire que je fais ça à un but lucratif parce que je sais pas ce que je recherche. J'ai la chance d'avoir une épouse qui m'aide. Je fais ça uniquement pour me retrouver. Peut-être que c'est uniquement une passade et que c'est une période dont peut-être que j'ai besoin de me rapprocher de ce que je suis à la base. Mais c'est une période de transition qui me permet, moi, de retrouver peut-être qui je suis et la voie par laquelle je veux aller, quoi. Voilà. Merci David pour ton témoignage. Si vous avez des questions. Il y a une question là. Oh, merci. Je peux le remercier, il te laisse la priorité. Dis-moi. Bah déjà, du coup, c'est courageux, bravo. Merci. Voilà, on a quelque chose en commun. C'est moi, c'était il y a 10 ans que j'ai vécu un attentat et j'ai traversé ce que tu as traversé. Je trouve ça très courageux de venir le partager. La question est la suivante. Sur quoi tu as pu t'appuyer vraiment en termes de dispositifs, en termes de personnes, pour t'amener là où tu es aujourd'hui? Personne. À part un psychologue, personne. D'accord. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'apprends encore des dispositifs qui, à l'époque, étaient déjà présents et j'étais pas au courant. Donc peut-être qu'il y a un manque de communication et je pense que l'association n'est pas responsable. Je pense que de manière plus générale, c'est l'État. Enfin, les victimes du terrorisme sont une espèce de nébuleuse un peu secrète. On nous dit qu'on est privilégié, mais en même temps, on ne sait pas trop. Donc par exemple, là, aujourd'hui, il y a une semaine, j'ai commencé mon dossier pour demander la RQTH. Voilà. Alors que... Donc personne, à part ma psychologue, bien sûr, voilà. Donc du coup, moi je vais juste clôturer là-dessus, parce que c'est quelque chose que je voudrais partager avec tout le monde. Moi j'ai 10 ans de recul, et là on a des personnes qui sont combattues très très fort pendant 3 ans. Il va falloir qu'à un moment donné, plus haut, en tout cas autour de ces tables, on se pose des vraies questions, parce que moi c'est des questions que j'ai traversées, je vois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Je trouve ça tellement dommage que du coup, sur tout ce que vous avez vécu, le chemin se fasse encore trop seul. Vraiment. Alors, dans la salle, il y a des victimes, il y a des professionnels. Moi, si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui, que ce soit professionnel ou victime, les victimes, à un moment donné, on est toujours dans une démarche, il faut qu'elles viennent taper. Sauf que si elles ne savent pas ce qui existe, à un moment donné, aller taper à une porte, c'est pas si simple. Alors, j'espère qu'en tout cas, après ce colloque, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer. Et en tout cas, bravo à tous, parce que je pense qu'on a tous vécu la même chose. Et c'est très courageux de venir le partager. Merci. Deuxième question, comme ça c'est fait, puis on passe au témoignage de Rémi juste après. Oui, c'était pas tout à fait une question, mais c'est un témoignage inverse. C'est-à-dire que moi j'étais photographe et j'ai plutôt le chemin inverse de ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que moi j'étais indépendant et c'est l'inverse. J'ai regretté d'être indépendant, je me suis dit je suis seul, c'est difficile, j'aurais aimé être salarié. Bon, voilà, c'était simplement pour. mais après chacun son chemin. Non, mais je pense qu'il y a justement peut-être un rejet de ce qu'on. Enfin, en tout cas pour moi, un rejet de ce que je faisais avant, qui est pas que dû à ce que je faisais avant, mais peut-être aussi à ce qu'on a vécu. Je pense que aujourd'hui, on sait, le traumatisme est propre à chacun. On a tous des chemins de vie qui sont complètement différents et aussi de manière professionnelle. Moi, je sais que par exemple, le Bataclan m'a activé un regard photographique que j'avais pas avant. Donc, en même temps, je pense que c'est unique. Peut-être que des gens ont besoin de confort, donc on cherche le salariat comme un refuge. Bah, moi, le refuge que j'ai trouvé, ça a été l'entrepreneuriat. Et en même temps, c'est aussi une réponse aux expériences négatives que j'avais eues. Si tout s'était bien passé durant les 6 mois du dernier semestre 2017, je ne viendrais pas vous en parler, quoi. En même temps, je pense que c'est symptomatique de la société. Et je reviens à ce que disait la dame, c'est que personne ne m'aide, mais en même temps, aller demander de l'aide à quelqu'un, et je pense que ça, je l'apprends à personne,
C'est aller toquer à la porte, aller se mettre devant quelqu'un, raconter à chaque fois et se mettre cette étiquette sur notre visage, parce que c'est ça. Dire, bah, moi j'étais au Bataclan et des fois bah, ça peut être de la maladresse, des fois c'est au contraire, c'est peut-être un accueil qui est exceptionnel, mais ça nous fait souffrir en fait. Et ça, je pense que les professionnels de l'accompagnement doivent le comprendre, et même au-delà de le comprendre, c'est l'expériencer. Juste recevoir une victime, et même sans rentrer dans les détails, juste, bah, j'étais au Bataclan le 13 novembre, tout de suite, on met une étiquette et on se met dans une case dans laquelle on ne voulait pas être. Donc je pense que l'enjeu de la reconversion professionnelle, avant tout, on dit que le travail, c'est la vie, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, se poser la question si, bah, en effet, le travail, c'est la vie, la reconversion professionnelle, c'est aussi une route vers la reconstruction tout court. Merci. On regarde le témoignage de Rémi, après on revient. Rémi, créateur de la brasserie La Malle-Volant à côté de Montpellier, dans l'Hérault, créée en janvier 2018. Voilà, j'ai quitté mon ancien emploi un an après le 13 novembre 2015, avec une vague idée à ce moment-là de ce que j'allais faire, mais c'était devenu pour moi physiquement et moralement impossible de continuer. Donc il a fallu que je me réinvente et donne à ce moment-là un nouveau sens à ma vie. Donc à ce moment-là, il a fallu créer un nouveau projet, un projet qui est passé par le déménagement de la famille dans une nouvelle ville, avec la vente des anciennes de notre résidence, puis en trouver une autre, voilà, sur le plan familial, et ensuite se décider et chercher quoi faire. Et donc, moi, naturellement, j'avais toujours eu envie d'avoir une entreprise. Je ne savais pas trop sur quoi, j'avais envie d'avoir quelque chose près d'un produit. Et puis, à ce moment-là, j'ai découvert le mouvement des bières craft et le passage amateur. Et je me suis dit, voilà quelque chose qui va allier deux choses que j'aime faire, boire de la bière, déjà, et produire un produit proche des gens. Et c'est ce qui me manquait dans mon ancien métier. Je faisais des choses assez fumeuses et complexes et très éloignées de la vie de tous les jours. Voilà, donc aujourd'hui, je propose une gamme de 4 bières différentes et de bières éphémères. Et avec un nouvel associé arrivé récemment, on prévoit de doubler notre production pour l'année prochaine, de déménager, avoir des cuves beaucoup plus grandes que ça. Et voilà, donc au démarrage du projet, donc, il y avait donc quelque chose d'assez vague, donc fabriquer de la bière. Et la meilleure idée pour moi, ça a été de me dire il faut faire vite, en fait. Voilà, donc du moment où j'ai quitté l'entreprise, je n'ai pas cherché spécialement à faire le tour des différents services d'aide et autres, puisque je commençais à avoir cette idée en ligne de mire. J'étais assez confiant dans ma formation sur ma capacité à créer une entreprise, à déterminer les contours du projet, l'aspect financier, tout ça. Donc, rapidement, j'ai déjà, premièrement, réservé une formation professionnelle. C'était des choses qui étaient rapidement complètes. Et pour ça, je n'ai pas attendu, je me suis rendu avec les anciens l'Office national des anciens combattants, je crois. Et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire financer la formation, Pôle emploi c'était pareil. Donc, et ensuite, j'ai cherché un stage dans une véritable brasserie pour voir ce que c'était vraiment le travail. Parce que c'est loin c'est comme faire bien la cuisine et devenir ouvrir un restaurant, c'est pas tout à fait la même chose. On peut être très bon cuisinier à la maison et puis gérer une entreprise, voir les contraintes de tous les jours, c'est pas la même chose. Donc là, j'ai voulu
Donc j'ai voulu passer un mois dans une véritable brasserie. Ce que j'ai pu faire sous le statut d'un stage de mise en situation professionnelle au moment où j'ai pu réellement m'inscrire à Pôle emploi. Donc ça c'était un peu contraignant parce qu'il fallait pouvoir être inscrit demandeur d'emploi et avoir physiquement réellement quitté l'entreprise avant de pouvoir monter ce projet-là. Donc ça, c'est les deux choses principales qui m'ont aidé à faire cette reconversion, donc le stage et puis la formation que j'ai pu faire un peu plus tard. Et après, c'est beaucoup d'auto-formation, de la lecture, de la pratique en amateur qui m'ont permis d'aider à faire mon projet, et puis beaucoup de temps passé à déterminer les contours du projet, savoir l'aspect financier, déterminer la gamme, les recettes, trouver des logos, tout ça. Et tout ce parcours-là, je l'ai fait seul. Voilà, en occupant tout mon temps de chômage à cette activité. Il y a eu un point aussi important dans la reconversion, c'est qu'on n'est pas tout seul en famille. On embarque toute la famille sur le projet, et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de bien pouvoir rassurer mon épouse et mes proches sur l'aspect réaliste du projet. Donc là, avant de tout quitter, j'ai bien posé quelles allaient être mes ressources pendant la phase de montage de projet, puis les ressources dont j'avais disposé pour aussi la phase de démarrage de l'activité, et aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on est prêt à quel niveau de vie qu'on attend réellement, et ce qui compte dans notre vie, est-ce que c'est forcément les vacances très lointaines, et où est-ce que c'est vivre dans un endroit agréable et faire ce qui nous plaît et être heureux tous les jours plutôt que travailler difficile. Voilà. Et donc ça, on a longuement discuté et on s'est bien mis d'accord sur ce qu'on attendait tous de la vie. Ça. Voilà, donc aujourd'hui, ça se passe très bien. L'entreprise n'est pas encore rentable parce qu'elle est dans une première phase exploratoire du projet et de développement initial. Et voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Merci Rémi. Je ne sais pas s'il est à distance, peut-être on peut l'applaudir aussi pour nous entendre sur Facebook Live. On prend la suite à table. Inès. Et puis Caroline, et puis on finira avec Catherine. Alors Inès, raconte-nous un petit peu le cheminement et le parcours que tu as fait depuis. Eh bien, avec grand plaisir. Donc, le néant qu'avait laissé le 13 novembre, une chose était assez claire assez rapidement en fait. C'est qu'il y a... Une chose était assez claire rapidement. Si je suis sortie de là vivante, c'est que je dois faire quelque chose de ça. J'ai quelque chose à faire et je dois transformer ça en quelque chose de positif. Je dois transformer ça en quelque chose de positif. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Un jour, je me retrouve dans le bureau de ma thérapeute et on était en train de débriefer du fait que mon employeur venait de m'annoncer qu'il n'y avait pas de retour pour moi en entreprise. Elle me dit alors, Inès, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit, je n'ai aucune idée de ce que je vais devenir. Et elle me dit, à quoi ça pourrait ressembler? Je lui ai dit, vous savez, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'accompagnement de la personne, plutôt dans le domaine de la santé. Mais aujourd'hui, mes curseurs ont changé. Ce que je voudrais maintenant, c'est contribuer à ce que chacun puisse trouver sa juste place dans sa vie et dans la société.
On a encore un petit peu approfondi cette idée et elle a terminé par me dire, vous savez Inès, c'est des coachs qui font ça. Sans le savoir, ce jour-là, j'ai prononcé pour la première fois ce qui est devenu l'ADN de ma reconversion et de ce qui me pousse à aller de l'avant encore aujourd'hui, contribuer à ce que chacun puisse trouver sa juste place dans sa vie et dans la société. Tout cela a fait son chemin et en octobre 2016, j'ai commencé des études de pratique du coaching à l'université Paris 8. 14 mois, des chouettes rencontres, plusieurs crises de larmes et d'envie de tout plaquer plus tard. Je l'avais en poche, ce DESU, ce diplôme d'études supérieures d'université. J'étais plutôt contente quand même. L'année dernière, j'ai fait la découverte d'une méthode d'accompagnement qui s'appelle le Clean Language. Elle a été développée par un psychologue néo-zélandais qui s'appelle David Grove, qui a travaillé énormément avec des patients en trauma. C'est une méthode qui se sert des métaphores du langage courant. Tout à l'heure, j'ai entendu Catherine dire quelqu'un qui s'arrache les cheveux, par exemple, sortir la tête de l'eau pour être un autre exemple. Et c'est une méthode qui me passionne vraiment. J'ai donc décidé de l'ajouter dans ma pratique. Je vais régulièrement en Angleterre pour m'y former. J'y étais encore cette semaine. Et donc voilà pour le métier. Il n'y avait plus qu'à se mettre à son compte. Sauf que, en devenant entrepreneur, en fait, on devient du jour au lendemain un petit peu femme orchestre. Vous saviez ça? Moi, j'avais aucune idée, et peut-être tant mieux. Pôle emploi m'a fait profiter du dispositif Actif Créa. C'était intéressant, j'ai dû formaliser mon projet pour la première fois. Et c'est aussi de là-bas qu'on m'a parlé pour la première fois d'un démarrage d'entreprise en couveuse. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, mais ça semblait intéressant. J'ai donc déposé une candidature à la BGE Paris, à la couveuse de la BGE Paris. C'était extrêmement important et intéressant, précieux pour moi d'avoir été sélectionnée pour ce programme parce que j'ai toujours occupé des fonctions plutôt administratives en entreprise. Et tout ce qui est de l'ordre du marketing, la communication, du commercial, c'est vraiment loin, mais loin de ma zone de confort. À la BGE, on nous pousse à tester notre activité telle que nous l'imaginons, à faire des erreurs et à les analyser avec le conseiller en rendez-vous individuel et ensuite à adapter les actions. On y profite aussi de tout plein de formations qui sont proposées et de leur structure pour pouvoir facturer. Parcours métier, parcours entrepreneur ont mené à la création de Overyou. Overyou, Aubert, première partie de mon nom de famille et de l'allemand, au-dessus, supérieur, you, où, toi. Overyou, c'est donc une invitation à avancer ensemble vers une nouvelle version de soi, dans l'idée d'un upgrade, une mise à jour. La raison d'être d'Overyou, bien entendu, contribuer à ce que chacun puisse trouver sa place dans sa vie et dans la société. Je crois profondément en une force de vie inébranlable que chaque être humain porte en soi. Je crois aussi que vous et moi portons en nous la force, les talents et les ressources qui nous permettent d'avancer dans la vie. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des projets de rebond post-adversité. Ces événements qui créent une rupture dans la vie nous transforment profondément. Je pense que nous sommes quelques-uns à en connaître un rayon ici. Et au-delà de leurs apparences et conséquences parfois terribles,
les adversités peuvent dans un deuxième temps représenter une opportunité. Beaucoup de personnes que je rencontre témoignent qu'elles sont, après une telle épreuve, plus conscientes de leur valeur intrinsèque et ont besoin que les choses fassent sens. Donc une adversité peut, à terme, être une opportunité de créer la vie qui nous correspond désormais. Quand je reçois un témoignage comme celui-ci, je suis très touchée pour deux raisons. Un, parce que c'est pour moi à chaque fois un émerveillement de voir quelqu'un prendre son envol. Et deux, parce que je me dis, je suis peut-être bien à ma place là maintenant. Depuis 2017, j'accompagne les particuliers dans la réalisation de leurs projets, qu'ils soient du domaine professionnel ou personnel. 2019 est pour moi l'année de l'intégration du coaching et de la facilitation d'équipe en entreprise dans mon activité. Et 2019 est pour moi aussi la concrétisation du projet de donner des conférences. Je voudrais donner des conférences parce que je suis persuadée que la perspective qu'une adversité puisse se transformer en une opportunité puisse donner des étincelles d'espoir à certains. Trouver donc cette juste place dans nos vies et dans la société, c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci pour votre attention. Merci Inès pour ton témoignage. Si vous avez une question pour Inès tout de suite, ou alors on continue nos témoignages, on va avoir encore ce temps de... ah non, on doit partir, mais on aura le temps de quitter ou de rester ici pour discuter à l'issue de nos témoignages. Caroline, si tu veux bien prendre la suite, alors tu as toi aussi un parcours, comme nous tous, hein. Explique-nous comment tu as changé de métier, changé de vie, rebondi. À toi. Alors, écoutez, bonjour. Merci pour l'invitation. Je trouve qu'effectivement, ce sujet de la reconversion, comme il a été dit toute la matinée, est absolument fondamental. Et en tout cas, il a été pour moi. Il a été comme une sorte d'urgence assez rapidement, pas tant en termes de reconversion, mais en termes de formation pour faire une parenthèse, un peu être ailleurs, voilà. Donc aujourd'hui, je suis sophrologue. J'ai créé la société Les Ateliers de Sophrologie. J'accompagne enfants et adultes en individuel ou en groupe, les entreprises aussi. J'ai aussi continué. On parlait tout à l'heure de continuité. En fait, ça m'a beaucoup parlé parce que récemment, en fait, j'ai pris des missions en tant que consultante digitale, puisque c'est mon ancien métier. J'ai 15 ans en digital, avec le vendredi 13 novembre 2015, encore dans l'après-midi, une très belle situation dans une très belle entreprise. Donc, je travaillais depuis 10 ans, nouvel observateur, donc dans la presse, je m'occupais des sites internet, des applications mobiles, etc. Et avec un avenir dans cette société, bon, avec les plus et les moins de toute entreprise. Voilà. Et puis, le monde s'est écroulé. Je suis retournée travailler en février 2016. J'ai essayé, j'étais en mi-temps thérapeutique. 22 mars 2016, je sentais même plus mes jambes, j'étais dans un état d'épuisement absolument total. Bruxelles, plus personne, je ne suis jamais revenue. Je suis restée en arrêt en fait, pendant jusqu'à ma rupture conventionnelle en fait en octobre dernier. En fait, encore assez récemment, mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc, pour moi, ça a été une sorte d'urgence parce que je suis retournée travailler
perte de sens totale. Je ne savais même pas ce que je foutais là. Je ne comprenais plus quand on me parlait, je ne comprenais plus l'intérêt de rien. Perte de repères, épuisement, incapacité de prendre les transports, impossibilité plutôt, de prendre les transports en commun. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, il y a des choses qui sont comme ça. Impossibilité de pas mal de choses. Donc, il y a un moment, et on se dit, bah, en fait, ce n'est plus possible. Donc, cette reconversion, cette notion de reconversion, tout à l'heure, on parlait éventuellement de choix ou d'une reconversion subie. Moi, j'insiste toujours, quand on me dit, ah, c'est super, tu fais sophrologie, c'est génial et tout. Oui, c'est vraiment super. J'en suis ravie. Et aujourd'hui, comme disait Inès, moi aussi, j'ai ce sentiment d'être à la bonne place. J'ai fait les bons choix, je me sens là où je dois être. Et ça, c'est un sentiment assez extraordinaire dans les circonstances qu'on connaît. Mais quel parcours du combattant, ce n'est pas un choix. Je reviendrai, même si j'adore mon nouveau métier, en efface tout, on recommence, je reviens 3 ans en arrière. Il n'y a pas de... voilà. Parce que j'ai perdu mon mari. Donc, avec mes enfants qui avaient 2 et 6 ans. Voilà. Donc, moi, l'urgence, ça a été, on avait 2 situations qui étaient très confortables. On s'éclatait. Nos sorties principales, c'était les concerts. Bon, notre budget, du coup, il passait quand même. Et ensuite, qu'est-ce que moi je me suis retrouvée avec les enfants, me dire mais non, mais nous on est là, je leur dois, ils ont 2 et 6 ans, je leur dois de me démener, de me défoncer. Je ne laisserai pas les enfants ne pas être un minimum heureux. Enfin voilà, donc il a fallu, ça a été assez imposé comme une nécessité absolue de trouver une solution professionnelle. Et en fait tout le reste était extrêmement compliqué. Mais ça, c'était quelque chose de pratico-pratique. Le boulot, c'est la normalité. Ça, tu l'as dit, David. Quelque part, c'est la normalité. Donc, je ne peux pas retourner au travail. C'était pas forcément l'idée de changer de travail, mais c'était qu'est-ce qu'il allait advenir. Donc, je me suis posé la question de la formation. Juste pour faire une parenthèse. J'ai mis plus de 6-7 mois à obtenir une information que je cherchais partout. J'ai cherché partout cette information qui est est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de faire une formation quand on est en arrêt? Personne. Et je suis tenace. Hein. Je suis obstinée, j'ai posé la question partout. Et puis en plus, bon, bah, mon employeur, je veux dire... l'idée de la formation, moi, je n'avais pas l'intention de quitter mon entreprise. Je ne voulais pas prendre de décision prématurée. Donc, dans un premier temps, je ne voulais même pas évoquer ce sujet-là. Et puis, finalement, le sujet, il est venu naturellement avec mon président. J'ai dit, écoute, voilà, je ne peux pas revenir, je ne peux pas t'expliquer trop pourquoi, mais c'est trop compliqué. Et il ne me mettait pas du tout la pression. Il m'a dit, ok, la formation, si c'est ce que tu sens être la bonne solution pour toi, tu fais ta formation. On a essayé de passer par l'AFDAS, donc par mes RH. Je vous vois sourire. Bon, pour moi, aujourd'hui, c'est important d'expliquer que d'être dans cette démarche, on fait un pas en avant, un pas qui est compliqué, dans un contexte très compliqué. Que je ne veux pas édulcorer, c'est important de le comprendre. On dit, voilà, ok, je sens que là, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse une formation. Je ne sais pas où ça va me mener. J'ai choisi la formation, très réfléchie. J'ai 15 ans d'expérience professionnelle, je sais exactement ce que je veux, ce que je fais, etc. Je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas où ça va me mener précisément, mais je prends une décision très réfléchie. On me répond.
votre dossier n'est pas très mûr, n'est pas suffisamment mûr. J'ai un CPF qui est plein à craquer parce que je n'avais jamais utilisé ma formation professionnelle. Donc, je voulais utiliser mon CPF. C'était une formation certifiante, etc., qui entrait dans ce cadre. On me répond, une dame, nous pensons que votre dossier n'est pas suffisamment mûr. Alors, bon, dans l'état où j'étais capable de prendre des décisions très rapidement et très clairement. En revanche, d'avoir des discussions pour expliquer que oui, ma décision, elle était mûre et que si elle voulait me donner un coup de main, elle, pour que j'utilise quelque chose qui est un droit, elle pouvait le faire là tout de suite. Elle m'a dit non. Et de toute façon, ma décision, elle était prise, je la finançais, la formation, ma décision était prise. Et mon employeur me l'a intégralement financée. Voilà, le nouvel observateur, le monde, que je n'arrêterai jamais de remercier à ce jour. Voilà, parce que j'ai eu cette chance que beaucoup d'entre nous n'avons absolument pas eu, et je le répète régulièrement. Voilà. Donc, ils m'ont financé ma formation, sachant que je pouvais ou non revenir dans les... Voilà. J'ai fait une formation sans jamais dire à qui que ce soit dans quel parcours j'étais personnellement. Donc cette formation a été une sorte de bulle où je venais, c'était un peu bizarre, mais ça m'a fait aussi un peu de bien. Ensuite, de choisir à qui, parmi les gens que j'avais rencontrés, de partager ou pas. Voilà, donc dans les points importants, parce que je ne veux pas déborder, je voulais dire justement cette histoire de CPF, parce qu'il y a le FGTI, l'ONAC, etc. On a entendu tous ceux qui peuvent éventuellement nous aider. Très bien, mais mes 150 heures de CPF, aujourd'hui encore, j'en aurais besoin de les utiliser. Je ne peux pas les utiliser. Peut-on prendre en compte que les circonstances extrêmement compliquées nécessitent une réponse adaptée? Alors, maintenant, je l'ai faite assez tôt parce que pour moi, ça a été une urgence, il fallait que je sois disponible pour mes enfants. Du coup, il était plus possible d'envisager éventuellement un emploi en entreprise, puisque aujourd'hui, personne ne me fera rester en réunion si j'ai un spectacle des enfants. Donc, ils peuvent tout de suite aller se... Hein, très poliment, toute bienveillance, sauf donc, profession libérale, j'ai créé ma SASU, moi, donc pour avoir sécurité sociale, mutuelle, truc, machin, avoir quelque chose assimilé salarié, donc plus sécurisant pour moi. Mais avec tout ce que ça implique, comme oui, quand on a eu l'habitude de travailler en équipe, quand on a un salaire qui tombe à la fin du mois, les RTT, tout ça. Donc ce n'est pas un choix complètement. Et aujourd'hui, pourtant, je sais que je suis à la place dans laquelle je me sens bien dans les circonstances. Voilà. J'espère. Je sais pas, j'ai dû oublier des choses, mais je suis dans le 15e. Voilà, c'est trop chiant. Merci, Caroline. Merci beaucoup pour ton témoignage. On relance l'ordi pour Catherine. Certains d'entre vous connaissent un peu le parcours qu'elle a fait, mais tu vas nous rappeler, pareil, les circonstances. On a tous des histoires différentes, mais elles ont des points d'achoppement qui sont similaires. Je te laisse la parole. Merci. Je vais commencer par le début. Vous me connaissez, je pense, la plupart d'entre vous, mais vous ne connaissez pas ma vie d'avant. En fait, je parle beaucoup de maintenant, de la vie d'après du 13 novembre. Mais ma vie d'avant, j'en parle pas souvent. Donc là, c'est l'occasion aussi pour moi de vous l'expliquer pour que vous compreniez mieux pourquoi j'en suis là maintenant. Donc mon parcours,
j'ai vécu dans une famille d'artistes amateurs. Voilà. Mes parents étaient artistes amateurs, ils n'ont jamais voulu en faire leur métier. Ma sœur, artiste amatrice aussi, à ses 18 ans, voulait faire les beaux-arts. Mes parents ont catégoriquement refusé les beaux-arts pour ma sœur, ma grande sœur. Pour moi, c'était même pas la peine que je pose la question, je connaissais déjà la réponse. Soi-disant, être artiste aujourd'hui, être créatif, ça ne gagne pas, on ne gagne pas sa vie avec un métier artistique. Ça a été toute une vie de frustration. Donc je me suis perdue dans des études qui n'étaient absolument pas faites pour moi. J'ai eu un bac+3 en langue, un bac+4 en histoire. Après, j'ai préparé un CAPES de documentation parce que mes parents voulaient absolument que je sois fonctionnaire pour la stabilité de l'emploi. Et en fait, je le faisais comme une fille modèle, oui papa, oui maman, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait absolument pas. J'ai perdu un temps fou à essayer de faire quelque chose qui ne me correspond pas. Puis à un moment, j'ai quand même réussi à dire non, mais attendez, c'est quand même moi qui choisis ce que je veux faire. Ouh, le temps que ça monte au cerveau. J'ai réussi à trouver un compromis pour faire plaisir à mes parents et pour me faire un plaisir à moi. Le compromis, c'est de trouver un travail dans une agence photo, en tant qu'archiviste photo, parce que je suis passionnée de photo, je suis passionnée de création artistique. Donc voilà, je me suis formée toute seule sur Photoshop, tellement j'étais passionnée. Donc j'ai réussi à rentrer dans cette société d'une agence photo. Donc je récupérais les prises de vue et je préparais les fichiers pour la retouche et les magazines très connus pour des grosses boîtes. Donc il y avait quand même pas mal, il y avait du lourd, hein. Les délais étaient serrés, on était quand même extrêmement pressurisé, on travaillait un peu à l'américaine. Donc on travaillait d'ailleurs avec les États-Unis, donc on devait rester tard avec le décalage horaire, c'était hyper stressant, mais c'était quelque chose qui me passionnait. Le travail en lui-même me passionnait énormément. Et c'est tout le cadre autour qui commençait à me peser à la longue, le patron difficile, les horaires difficiles. Voilà, donc j'étais là, j'étais dans cette agence le 13 novembre, qui par ailleurs est à 400 mètres du Bataclan, était à 400 mètres du Bataclan, je travaillais juste à côté du Bataclan quand ça s'est passé. Donc je suis sortie de mon bureau pour aller voir le concert du 13 novembre pour Bataclan. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été extrêmement difficile pour moi de comprendre ce qui passait, comme la plupart d'entre nous évidemment, sauf que je ne pouvais pas rester chez moi. C'était absolument impossible, je perdais mes moyens total. Donc j'ai décidé de reprendre le travail. Maintenant, avec de la distance, je me rends compte que c'était vraiment trop tôt. 2 semaines après, pour ceux qui ont lu ma BD, voilà, j'explique tout. Et on a mis en place un mi-temps thérapeutique. Donc, le mi-temps thérapeutique a été bien accepté par mon patron, mes collègues, sauf qu'on était quand même dans une agence en sous-effectif depuis pas mal de temps, on commençait à avoir des problèmes financiers. Donc cette bienveillance que j'ai eue au début quand ils m'ont accueilli, parce qu'en plus, voilà, l'effet de proximité du Bataclan jouait aussi en ma faveur pour le coup, parce qu'ils se sentaient vraiment très très concernés. Cette bienveillance, au bout d'un an, elle n'était plus là. Voilà. Donc, en gros, le patron me demandait si je comptais revenir à plein temps, ils étaient pressés, mon assistante m'a menacé de partir. Parce que voilà, elle travaillait pour 2, même pour 3, parce qu'à la base, on travaillait chacun pour 2 quand même. Enfin pour 4, je ne sais plus compter. Donc voilà, elle a menacé de partir, donc tout partait en live total. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que la société a mis la clé sous la porte. La société a fait faillite. Donc pour moi, c'était la libération.
que je n'ai pas vu tout de suite, effectivement. Au début, c'était la fin du monde parce que je perdais tous mes repères. Voilà. Donc, je m'accrochais comme je pouvais à mon ancienne vie. Mais en fait, je me rendais à peine compte que ça ne me correspondait plus. Enfin, je voyais bien que les relations avec mes collègues, ça se passait plus bien et j'avais besoin d'aménagement. Mais de là à quitter mon emploi et de faire une reconversion, je n'en étais pas encore là, j'étais complètement perdue. On m'a imposé de partir, on m'a licencié économiquement. Au final, un mois après, 2 mois après, j'ai réalisé à quel point j'avais la chance d'être licencié économique. En fait, c'est ça qui m'a sauvée. C'est qu'en tant que licencié économique, on a quand même un statut très privilégié qu'on a pendant l'emploi. On bénéficie des formations qu'on n'a pas forcément, qu'on est juste au chômage suite à une fin de contrat ou une rupture conventionnelle. Quand on est licencié économique, on a droit à plus d'aide. Donc j'en ai bénéficié. Qu'est-ce que je voulais dire? Bénéficier ce que je voulais. Je ne sais pas ce que je voulais, mais ce que je ne voulais pas, c'est le salariat. Le salariat, je l'ai rejeté en bloc. Je ne pouvais plus, ça devenait complètement physique. Mon patron d'avant était assez stressant. Maintenant, je le vois comme persécutant. Voilà, tout se décuple en fait. Donc on passe d'un patron stressant à persécutant. Dans ma tête, c'est quelqu'un qui me veut du mal, qui me demande de rester plus tard, qui me demande des comptes, qui me surveille, qui me flique. Je ne supporte pas ça. Ce n'est plus possible. Donc voilà, c'est vraiment physique. Donc je dis ok, moi je vais me mettre en indépendante parce que j'ai besoin de liberté. J'ai envie de faire ce que je veux. Et là, je me suis dit, cette année, cette vie de frustration que j'ai, les parents qui ne voulaient pas que je sois artiste, eh ben, je vais l'être. Et tant pis, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et là, ça a été une libération totale. Je me suis dit, peu importe ce qui m'arrive, je veux le faire maintenant. C'est des années de frustration depuis que je suis adolescente. On ne m'a jamais laissé faire ce que j'avais envie de faire. Là, c'était l'occasion. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis éclatée. J'ai fait une BD. J'ai fait plein de peintures, je me suis exprimée, je me suis fait mon auto-art-thérapie, je me suis servi de la création artistique pour me reconstruire. Je n'ai pas fini de me reconstruire, mais ça m'a beaucoup aidé déjà. Alors, j'ai fait une formation pour devenir graphiste. Donc j'avais déjà un pied dans le milieu, mais je n'avais aucun diplôme. J'avais un peu d'expérience avec Photoshop, mais je ne connaissais pas tous les autres logiciels. Donc, j'ai pu bénéficier de cette formation grâce à Pôle emploi, mais parce que j'étais licenciée économique.